Bienvenue à Coucou la Cou, un balado sur la contraception orale d'urgence réalisé par des étudiantes et étudiants en pharmacie de l'Université de Montréal en collaboration avec les organismes à deux mains et la Fédération du Québec pour le planning des naissances. Les extraits que vous entendrez sont tirés d'une table ronde du même nom, durant laquelle mon équipe et moi avons échangé avec Alexa Honde-Blanchette, infirmière, et Marie-Ève Bertrand, pharmacienne, ainsi qu'avec nos collaboratrices d'À deux mains et de la FQPN, Misanka Stéphanie et Laurence Reynaud-Rioux, et avec des participants ayant répondu à notre appel. Dans cette deuxième capsule, Marie-Ève et Alexa répondent à nos questions sur l'accès à la COU. On aborde les lieux pour se la procurer, le coût de la COU, le droit de prescrire du pharmacien et les principes entourant la confidentialité en pharmacie et en clinique. Avant de continuer, laissez-moi vous présenter Alexa. Alexa est infirmière clinicienne détentrice d'une technique et d'un baccalauréat en sciences infirmières de l'Université Laval. Elle étudie présentement à la maîtrise en santé publique de cette même université et depuis près de 3 ans, elle œuvre dans les services d'injection supervisés pour les organismes Cactus et Spectre de rue. Elle côtoie donc la population marginalisée de l'île de Montréal qui a aussi plusieurs besoins en santé sexuelle. Sur ce, je laisse la parole à Claire et bon balado! Pour ouvrir ce sujet, Alexa, je me demandais si une personne cherchait à obtenir la COU, quels sont les différents endroits où elle pourrait aller et qui pourrait lui la prescrire? Oui, bien, c'est assez varié les endroits où tu peux avoir accès à la COU. Je pense que surtout de nos jours, c'est tellement mis de l'avant qu'il y a plein d'endroits auxquels on n'aurait pas pensé d'emblée, il y a peut-être 5 ans ou 10 ans, qui maintenant offrent la contraception orale d'urgence. Fait que déjà, de base, à la pharmacie, je pense que c'est l'endroit numéro 1 où les gens vont se la procurer, au cabinet de leur médecin, dans les CLSC, certainement plus dans les CLSC où ils font principalement de la santé sexuelle, parce que pour avoir accès à la COU en venant d'une infirmière, il faut que ce soit une infirmière ou un infirmier qui a passé son droit de prescrire. Donc, ce n'est pas tous les infirmiers qui peuvent prescrire la COU. Donc, les chances d'avoir un infirmier qui a son droit de prescrire la COU, c'est plus élevé dans une clinique où ils côtoient un peu plus la clientèle jeunesse ou la clientèle santé sexuelle. Donc, à part la pharmacie, le cabinet du médecin, les CLSC, il y aurait dans toutes les cliniques de santé sexuelle, comme par exemple, là, je parle juste à Montréal, il y a l'Actuel, il y a Corum, il y a l'Agora, il y a le Quartier Latin. Ça, c'est les plus grosses cliniques de santé sexuelle qui ont des infirmières sur place et des médecins et qui offrent la COU. Puis, la dernière, c'est sûr qu'il y a plein d'autres endroits où on peut avoir accès à la COU, mais les principales, c'est ça. Puis il y a aussi dans les organismes comme celui dans lequel je travaille, donc les organismes communautaires où il y a une présence infirmière. Donc souvent, c'est des organismes de proximité qui travaillent soit auprès des travailleurs du sexe, auprès des populations marginalisées, de la population des affiliés du système de santé. Donc voilà, une variété de milieux. Je me demandais, dans l'endroit où tu travaillais, quels sont les différents coûts offerts? Est-ce que c'est les mêmes choix ou non? Oui, nous, on fonctionne surtout avec le plan B, le backup plan, en un comprimé. C'est vraiment celui qu'on offre la plupart du temps. Sauf, on a un petit bémol, là, comme on parlait plus tôt par rapport à l'IMC. Fait qu'à partir du moment où il y a une IMC en haut de 30, là, on se redirige vers elle. Par contre, avec la médication que nous, on prend en charge dans les SIS, dans notre clinique, il y a seulement le backup plan qu'on offre d'emblée gratuitement sur place. Donc, à partir du moment où la personne a une IMC plus haut et qu'elle doit aller chercher le LA, il faut qu'elle aille le prendre à la pharmacie. Parce que nous, on ne l'offre pas sur place. C'est ça qu'on a, c'est le backup plan, le plan B. Que c'était gratuit à certains endroits, si tu pourrais apporter plus de clarification sur ça. Oui, c'est ça. Dans le fond, nous, vu qu'on travaille en réduction des méfaits, puis on travaille dans un principe de bas seuil, là. Bas seuil, en fait, ça veut dire qu'on a très peu de critères pour avoir accès à nos soins. Puis par très peu de critères, ça veut dire à peu près, ça veut dire pas de critères. On n'a pas vraiment de critères. Donc, les gens fonctionnent souvent avec des pseudonymes, des fausses dates de naissance.
C'est ça, on a très peu de critères. Donc, dans ces très peu de critères-là, ça implique aussi les assurances. Donc, nos patients n'ont pas besoin d'avoir des assurances valides pour avoir accès à la COU. On fonctionne à ce moment-là, nous, on offre la COU selon 3 principes. Donc, soit avec prescription infirmière, soit avec une ordonnance collective, qui est un papier déjà préapprouvé par un médecin avec déjà les critères. Puis, le 3e critère, c'est avec un formulaire d'exception. Puis, un formulaire d'exception, ça fait en sorte que la personne a accès à la COU gratuitement, puis que c'est le CIUS, le système de santé, qui prend les frais en charge. Là. Je suis pas mal certaine que Marie-Ève a un principe qui est similaire en pharmacie. Là. Donc, de cette manière, on peut l'offrir là, facilement à tout le monde. Là, pour un système de santé, mais on est habitué, nous, on travaille avec des clientèles qui ont à peu près jamais vu de médecin, qui n'ont pas d'adresse, qui n'ont pas de lieu de résidence, qui se promènent de ressources en ressources, puis ça, c'est quand on est chanceux. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que les gens qui se présentent pour des soins chez nous aient une RAMQ valide. Ça ferait comme aucun sens. On n'aurait pas de patients, en fait. Puis, on fonctionne aussi beaucoup avec des escortes qui sont à Montréal temporairement, des fois juste pour un contrat, pour 2 jours, pour le week-end. Donc, souvent, c'est des escortes anglophones avec des différents systèmes d'assurance. Ça nous permet un peu de contourner tous ces critères-là. C'est très légal tout ça, en passant. Parfait. Je trouve ça vraiment intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, dont moi, je n'étais pas consciente qu'il y avait des endroits où on pouvait aller pour obtenir ça gratuitement ou même sans donner nos informations personnelles. Donc, ça peut être un facteur qui entre dans la prise de la décision d'une personne qui a besoin de ce genre de service. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant. Il y a aussi une autre petite chose qui nous distingue des fois des services de jour comme les CLSC ou les pharmacies, c'est que nous, on est ouvert de nuit aussi. On est ouvert jusqu'à 2 heures ou jusqu'à 6 heures du matin. Donc, des fois, les bad luck, ça arrive à n'importe quel moment de la journée. Donc, c'est vraiment pas rare qu'on ait des gens qui se présentent dans la nuit pour avoir accès à la COU. Parfait. Donc, merci Alexa pour tes réponses. J'avais une autre question. Donc, je me demandais combien coûtait la COU en pharmacie et s'il y avait une différence entre les différentes marques. Oui. Bon, le coût de la COU. Dans le fond, il y a 2 aspects qu'on doit comprendre au niveau de la contraception orale d'urgence. Il y a 2 aspects, un peu comme quand on va chez le médecin, on fait une consultation. Fait qu'il y a un coût qui est relié à ça, le coût d'analyse pharmaceutique. Ça, ce coût-là, il est couvert pour tout le monde. Fait que c'est un aspect que personne ne va voir passer, entre guillemets, sur son reçu. Comme quand on va chez le médecin, c'est couvert par la carte d'assurance maladie. Et que ce soit qu'on soit couvert par l'assurance médicaments du Québec, la RAMQ, le gouvernement, ou qu'on soit couvert par une assurance privée. Cette portion-là, elle est toujours couverte. Il n'y a jamais rien qui est à débourser pour la personne qui consulte. Puis là, je vais faire un mini bémol parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va faire comme « Oui, mais dans certaines situations, puis il y a certaines situations bien précises qui sont toutes les assurances qui sont gérées par le gouvernement fédéral. Ceux-là sont un petit peu plus complexes puis ils ne couvrent pas tout le temps la même chose qu'ils ont. » Fait que le gouvernement fédéral, c'est quoi? Vétérans. Bon, habituellement, c'est peut-être un peu moins concerné par la situation présente, mais vétérans, autochtones, toute la fonction publique canadienne qui, là, eux, sont sur souvent d'autres règles, mais ce n'est pas la majorité des gens. La majorité des gens, c'est RAMQ ou une assurance privée. Fait que la portion consultation toute couverte. Qu'est-ce que les gens ont à débourser habituellement? C'est le prix de la contraception orale d'urgence, la COU. Puis, tout dépendant, c'est tout dépendant de l'assurance, du plan d'assurance, le prix à débourser va être différent selon la couverture. Donc, on peut parler environ, puis là, je m'avance, mais ça reste très vague justement parce que tout dépendant de la couverture. Par exemple, je vais vous donner l'exemple à la RAMQ, qui est l'assurance publique, qui, eux, vont couvrir selon le revenu de la personne ou la catégorie personne. Par exemple, une personne qui serait étudiante ou qui aurait moins de 18 ans, le produit lui-même va coûter 0 $. Mais quelqu'un d'autre qui serait dans une autre situation financière, pourra avoir à débourser 20, 30 $ pour avoir accès à la COU.
Fait que c'est sûr que quand on parle de justice, d'accessibilité à tous, bien, parfois 20-30 $ et la conception de qu'est-ce qui est un prix élevé ou pas, bien, ça varie, ça peut être une barrière. Sinon, je me demandais, on entend des nouvelles lois concernant la pharmacie, mais je me demandais, c'est quoi le droit de prescrire du pharmacien en lien avec la contraception en général? Donc, le pharmacien peut prescrire une contraception orale d'urgence. Ça, je pense que c'est clair jusqu'à maintenant. Il peut aussi prescrire contraception régulière, comme contraception hormonale comme la pilule contraceptive, l'anneau, le thym, l'injection. Ça, c'est quelque chose qui peut être prescrit. Et bien, jusqu'à récemment, on pouvait le prescrire dans le contexte où est-ce que quelqu'un venait nous voir pour une consultation pour la contraception orale d'urgence. Suite à ça, on pouvait prescrire la contraception, ce qui était un peu contre-productif à mon sens. Et bien là, on peut d'emblée prescrire une contraception, donc pas besoin d'avoir eu recours à la COU pour avoir une évaluation et faire prescrire une contraception pour une durée totale de 6 mois avec une possibilité de reconduire pour un autre 6 mois. Fait que d'avoir accès là, pour 1 an. Est-ce que dans certains cas, un professionnel de la santé peut refuser de prescrire la COU? Donc, pas nécessairement pour des raisons genre médicales ou individuelles, mais plutôt des raisons propres aux professionnels de la santé? Ben, je peux commencer. Vas-y, Alexa. Non, moi, on en avait déjà discuté là, plus tôt, là, mais il n'y a rien qui me vient en tête. Il n'y a aucune raison, non, il n'y a aucune raison qui me vient en tête là, pour laquelle je ne pourrais pas donner la COU, là. Ni pour, à moins peut-être qu'il y a une infirmière qui n'est pas habituée peut-être de gérer des enjeux de santé sexuelle de ce genre-là ou qui n'a pas son droit de prescrire ou vraiment là, si c'est au-delà de ses compétences ou de ses connaissances, je dirais plus, à ce moment-là, ça pourrait être un enjeu, mais à partir du moment où tu fais de l'ITSS ou tu es habitué de gérer des choses comme ça, je pense pas que ça... En tout cas, moi, il n'y a aucun contexte qui me vient en tête. Je ne sais pas si, Marie-Ève, plus dans ta pratique, c'est plus fréquent, là? Oui, bien, dans le fond, nous, il y a un contexte particulier. Tu parlais bien, des compétences. Tu sais, c'est sûr, quelqu'un qui, je ne sais pas, habituellement travaillerait toujours en gériatrie avec des personnes âgées, bien, c'est sûr que peut-être au niveau des connaissances, fait qu'elle peut refuser, entre guillemets, de le faire, mais toujours dans le refus en référant à quelqu'un qui puisse aider. C'est pas juste de se débarrasser de la situation et de simplement dire non. Puis il y a une autre situation qui est vraiment au niveau des pharmaciens, au niveau des médecins, on a le droit de refus pour, ben, dans le fond, raison personnelle. Fait que peu importe ce que soit cette raison personnelle-là, que ce soit par conviction, on le voit ben, au niveau de la COU. On le voit aussi, on l'a vu dans le dossier de l'aide médicale à mourir. Fait que un professionnel peut refuser, mais avec le refus, ben, va le respect du patient et le refus doit toujours s'accompagner à s'assurer que la personne, si ce n'est pas, par exemple, moi personnellement qui va offrir le service parce que j'ai une objection de conscience, je dois m'assurer que cette personne-là va avoir le service par une autre personne. Encore une fois, ce n'est pas juste de se laver les mains, faire non, bonne journée, débrouillez-vous avec... c'est par exemple de dire, ben moi non, mais attendez, j'ai un collègue à côté de moi à 2 pouces qui peut venir faire la consultation avec vous, ou ben je suis tout seul à la pharmacie aujourd'hui, à un coin de rue, il y a une autre pharmacie, vous pouvez avoir accès. Fait que c'est tout dans cet aspect-là qu'il y a une possibilité de refus, mais qui s'accompagne de devoir donner une ressource, là. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat, même si elles ont moins de 14 ans, sans encore d'une autorité parentale. Pour ce qui est de l'âge, je dirais que moi, dans ma pratique, je ne suis pas autorisée à offrir la COU à quelqu'un qui a moins de 14 ans. Dans le cas, je pense qu'à ce moment-là, il faudrait que je réfère. Ça ne m'est jamais arrivé, honnêtement. Mais à ce moment-là, il faudrait probablement appeler l'infirmière ou appeler la personne au CLSC pour savoir c'est quoi les clauses. Peut-être que Marie-Ève peut répondre à ça un petit peu plus facilement, mais ce n'est pas quelque chose auquel j'ai été confrontée dans ma pratique.
Oui, bien, de notre côté, le consentement, l'âge légal au Québec est 14 ans. Fait que, par exemple, quelqu'un de 13 ans qui se présenterait à la pharmacie pour avoir accès à la contraception orale d'urgence, je devrais avoir le consentement parental aux soins. Donc, c'est sûr que moi, dans ma pratique, ça m'est déjà arrivé et de toujours, dans le fond, là, y aller à bâtir une relation de confiance et parce que c'est sûr que bien, ça arrive aussi qu'on ne veut pas que nos parents soient au courant de cette situation-là, mais toujours d'y aller là, vraiment dans l'ouverture et de bien, pouvoir gérer la situation aussi parce que ça peut arriver aussi que la situation soit particulière et fait que dans ce temps-là, c'est pas juste d'avoir le consentement, c'est de référer à des organismes pour avoir toute l'aide qui est nécessaire dans la situation, là. Au cours de la table ronde, nous avons fait passer des sondages aux participants. Celui-ci concerne un mythe que nous avons entendu sur la COU durant nos recherches. Vous entendrez Jonathan poser la question aux participants et ensuite, Claire invite Marie-Ève à commenter les résultats du sondage. Donc la question est la suivante. Y a-t-il une limite de service pour la COU? Soit oui, 3 services, non, mais les assurances ne couvrent plus les frais du médicament après 3 services. Oui, 6 services par année ou non, autant de fois que nécessaire. Donc, je vais partager les résultats. Je me demandais si Marie-Ève, puisque tu travailles en pharmacie comme pharmacienne, est-ce que tu pourrais développer là-dessus? Oui, bien, je remarque que la majorité des gens ont dit que non, il n'y a pas de limite. Et effectivement, donc autant au niveau de la couverture par les assurances, il n'y a pas de limite mensuelle par année ou si on en a besoin, on en a besoin. Il y a peut-être le concept qui peut porter à confusion de dire il y a une certaine limite, c'est-à-dire que ce n'est pas, comme on le dit, une contraception orale d'urgence. Donc, optimalement, ce n'est pas à utiliser comme contraception régulière. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui se présente en pharmacie, puis c'est peut-être la 6e fois qu'il se présente en pharmacie, bien, clairement, on risque d'aborder, puis j'espère qu'on va l'avoir abordé avant aussi, bien, peut-être une technique de contraception régulière, parce que pour, dans le fond, ne pas avoir à se présenter à la pharmacie, parce que ça reste un contexte d'urgence, mais il y a des choses aussi qu'on ne contrôle pas. Et bien, il y a certaines personnes pour qui aussi, bien, par exemple, le condom ont des allergies, la pilule, ils ne peuvent pas l'utiliser. Il y a des gens chez qui la contraception peut être un petit peu plus complexe. Fait qu'il n'y a pas de limite. C'est qu'il faut que ça soit très clair. On en a besoin, bien, on vient chercher à la pharmacie. Et sinon, je me demandais aussi, si on paye avec les assurances, est-ce que ça va nécessairement apparaître sur le relevé ou est-ce que ça va même apparaître à d'autres endroits? Par exemple, si tu es avec les assurances de tes parents puis tu ne veux pas nécessairement que ça apparaisse sur le relevé, est-ce qu'il y a une façon de contourner ça? Malheureusement, il n'y a pas vraiment de façon de contourner ça, si ce n'est que de ne pas le soumettre aux assurances. Fait que, tu sais, ton questionnement, ça s'applique surtout aux situations où, par exemple, il y a certaines assurances privées qui sont des plans un plan familial, d'où, par exemple, c'est un parent qui a accès à l'assurance et inscrit toute sa famille. Fait qu'habituellement, ces plans-là, soit par Internet ou par relevé, bien, une fois par année, on a comme un relevé de consommation, entre guillemets, là, des produits. Fait qu'on peut savoir, par exemple, que papa a pris du Tylenol, qu'une autre personne a pris telle chose, et bien, on verrait au niveau, bien, par exemple, des enfants qui seraient affiliés à cette assurance-là, ou bien, ça peut être conjoint-conjointe, on pourrait voir, dans le fond, dans le récapitulatif, on verrait le nom du produit. C'est sûr que si le nom du produit ne dit rien à cette personne-là, bien, ça ne dit rien, mais c'est sûr que ça peut amener des questionnements de dire, bien, allô, je vois qu'il y a un produit que tu as été chercher à la pharmacie à tel moment, qu'est-ce? Des fois, ça peut être des beaux moments pour amener une discussion. Des fois, bien, on ne veut pas avoir cette discussion-là, ce n'est pas recherché. Ça fait partie un peu des petits enjeux. Ce qu'on peut faire en pharmacie pour un peu contourner la chose, c'est dans certains cas ne pas soumettre à l'assurance, mais c'est sûr que là, dans ce cas-là, mais si on ne soumet pas à l'assurance, ce n'est pas couvert par l'assurance, fait que le coût qui est à débourser au final par la personne, bien, il est plus élevé. C'est un petit contretemps.
Puis aussi par rapport à ça, même si on décide de ne pas soumettre aux assurances, par exemple en pharmacie, il faut l'entrer au dossier de la personne. Est-ce qu'il y a une façon ou une autre, je ne sais pas si ça nous suit, par exemple si on va à d'autres pharmacies ou est-ce que c'est quelque chose que les autres professionnels de la santé, ils auront accès à ça? Il y a plein de concepts dans ta question. C'est-à-dire que, première des choses, mettons, on a un dossier à la pharmacie, bien, on se rappellera tantôt, on a mentionné, 14 ans, c'est l'âge légal de consentement aux soins au Québec. Donc, par exemple, quelqu'un de 12 ans, 13 ans, bien, le dossier pharmacologique à la pharmacie, comme le dossier médical à l'hôpital chez le médecin, bien, c'est sûr que le tuteur légal, le parent, a accès. À partir de 14 ans, bien, le dossier pharmacologique à la pharmacie, le dossier médical chez le médecin, dans le fond, on doit avoir le consentement de la personne pour le divulguer à un parent, membre de la famille, tuteur légal. Fait qu'à partir de 14 ans, le dossier secret professionnel. Est-ce que d'une pharmacie à l'autre, ça peut être visible ou est-ce que le médecin de famille peut voir? Il y a un concept au Québec qui est le dossier santé Québec. Ça, bien, dans le fond, c'est comme un entrepôt de données centralisé où pour faciliter les soins, les informations, dans le fond, sont centralisées. Fait que, par exemple, si moi, à ma pharmacie, j'aurais servi le plan B, puis un an plus tard, on va à une autre pharmacie, cette personne-là, en consultant, pas nécessairement le dossier directement à la pharmacie, mais en consultant le dossier Santé Québec, pourrait voir qu'il y a un an, la personne a utilisé la contraception orale d'urgence. Même chose pour son médecin de famille. De ce côté-là, le dossier Santé Québec, on peut signifier un refus, dans le fond, de participer à ça. Et ça, c'est auprès du gouvernement, là, mais faire en sorte que, par exemple, les informations qui sont dans mon dossier médical ne sont pas visibles par mon médecin de famille, etc. Mais ça, c'est un système de opt-out, c'est-à-dire que tout le monde est in à moins de signer un refus là, de partager ces informations. Je ne sais pas si j'étais claire. Oui, merci. Ça a répondu à ma question. Sinon, moi, j'ai une autre question pour Alexa. En fait, je me demandais, Marie-Ève avait un peu parlé des droits en matière de confidentialité lors de la consultation en pharmacie, donc le fait qu'on peut demander pour avoir la consultation dans le bureau. Je me demandais pour toi, dans ton milieu de travail, ça a l'air de quoi, genre la salle de consultation et tout? En fait, nous autres aussi, la confidentialité, là, c'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment une valeur forte. Comme on est habitué de travailler avec des gens, déjà, les organismes pour lesquels je travaille, si vous ne les avez pas en tête, là, c'est très normal. C'est parce que c'est dans des lieux hyper, hyper privé, presque secret. C'est pas quelque chose qui est promu tant que ça. Fait qu'il n'y a pas des gros panneaux là, qui affichent Cactus Montréal, injection supervisée. Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne chez nous. C'est des portes avec à peu près rien, très peu de lumière. Fait qu'il y a peu de gens qui savent où est-ce qu'on est, puis il y a très peu de gens qui passent devant nos organismes. Donc déjà, ça permet une certaine confidentialité. On est situé sur une petite rue adjacente à Sainte-Catherine. Aussi, quand on rentre, tu donnes, comme j'ai dit plusieurs fois, tu utilises un pseudonyme, ça peut être n'importe quoi, ça peut être spaghetti bolognaise, puis avec des informations bidons. Tu demandes à rencontrer l'infirmière, tu n'as pas besoin de donner une raison. Aussi, on est un service walk-in. On ne fonctionne avec aucun rendez-vous, sauf pour des urgences ou des gens qui viennent de plus loin sur l'île ou sur les rives nord et sud. Mais sinon, c'est un service de walk-in. Donc, ils rentrent, puis on s'installe avec eux dans une salle de soins qui a des portes fermées, des stores fermés. Puis, si la personne veut être accompagnée de son partenaire, il n'y a pas de problème. Des fois, il y a des enjeux de confidentialité ou des fois des enjeux, des fois de relations un peu abusives entre les partenaires. Fait qu'on préfère toujours être avec le patient en tant que tel ou l'usager en tant que tel. Mais tout ça est fait dans la plus grande discrétion. Les formulaires qu'on utilise
C'est les mêmes formulaires qu'on utiliserait, par exemple, pour des travailleuses du sexe qui ne souhaitent pas donner leur vrai nom puis qui utilisent un nom de travailleuse. Donc, à ce moment-là, on utilise des formulaires qui sont non nominatifs. Puis, c'est de la même manière qu'on fonctionne pour nos tests de dépistage, pour tous les soins qu'on fait. Ça peut être des soins qui sont non nominatifs. Donc, on attribue un numéro de dossier, mais il n'y a pas d'information de date de naissance, de prénom, nom de famille. Puis, la gestion de nos notes, c'est seulement à l'interne aussi. S'il y a une complication, par exemple, si on dépiste une syphilis infectieuse qui nécessite un traitement de pénicilline, donc qui nécessite une prise en charge autre que celle qu'on peut offrir sur place, à ce moment-là, on avise l'usager qu'il faudrait lever le voile peut-être sur l'identité pour qu'on puisse la référer à un médecin ou une IPS du CLSC de notre bâtisse. Mais encore une fois, c'est des informations qui circulent seulement à l'interne dans le CLSC. C'est pas des informations qui, tu sais, plutôt on parlait du DSQ, du dossier Santé Québec, c'est pas des informations qui vont se retrouver là-dedans. À moins à ce moment-là, à moins qu'on ait fait une prescription de médication, puis que là, ils vont le chercher à la pharmacie. Mais sinon, ça apparaîtra pas dans le DSQ ni ailleurs. Et voilà, c'est la fin de cette seconde capsule de Coucou la Cou. Donc, si on résume, il n'y a pas qu'en pharmacie où on peut se procurer la Cou. Il y a toujours un endroit pour vous accueillir selon votre situation clinique, vos moyens financiers ou même votre désir d'anonymat. Même la nuit, il y a des ressources pour vous en cas d'urgence. Informez-vous sur ce qui est disponible dans votre région. On n'est jamais trop bien préparé. Dans le prochain et dernier balado, vous en apprendrez davantage sur la stigmatisation entourant la Cou, un sujet qui mettra en vedette toutes nos expertes et partenaires. Avant de conclure, nous voulons dire merci à Misanka Stéphanie de l'organisme À Deux Mains et à Laurence Reynaud-Rioux de la FQPN. Un gigantesque merci à nos expertes Alexandra Onne-Blanchette, infirmière, et Marie-Ève Bertrand, pharmacienne. Ce projet a été réalisé par des étudiantes et étudiants en pharmacie, Justine Brasseur-Masse, Jonathan Cohen, Laurie Fredette, Claire Gao, Mélissa Kazem, Sabrina Pavao, Roman Radetzky et Idan Vu. Merci à vous pour votre écoute et je vous dis coucou la Cou!